15 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, l'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill. Bienvenue et bonjour Catherine Hill. Bonjour. Nous sommes à un moment important et même charnière, à quelques jours des fêtes, avec bien sûr la crainte d'une circulation plus importante du virus. Mais tout d'abord, avons-nous vraiment, une fois, réussi à contrôler sa circulation ? Jamais. On a laissé le virus circuler depuis le début. À la sortie du confinement, on a laissé le virus continuer à circuler doucement, plus doucement, puis de plus en plus vite. Jusqu'à la deuxième vague. Jamais, une fois, on a réussi à le contrôler véritablement. Non. Le talon d'Achille, c'est que le virus circule à travers des gens qui sont asymptomatiques. Donc c'est n'importe qui ne sait pas qu'il est contagieux, qui porte le virus. Et c'est probablement la moitié des contaminations. Donc évidemment, si on ne cherche pas ces gens qu'on ne peut trouver qu'en les testant, le virus circule. On va en parler parce que vous êtes constante sur les opérations de dépistage, mais l'Institut Pasteur, Catherine Hill, nous dit que 10% de la population a déjà rencontré le virus. Ça fait un peu plus de 6 millions de personnes en France métropolitaine. Or, selon les autorités sanitaires, on a 2 millions de cas depuis le début de l'épidémie en France. En tout cas, on les connaît, mais alors, ce différentiel, comment l'expliquer ? C'est exactement ça. Il y a 2 400 000 personnes qui ont été testées positives, mais il y a eu 6 500 000 personnes qui ont eu le Covid. C'est exactement comme ça que le virus circule. Vous n'avez pas varié, je le disais depuis le début, sur la nécessité d'opérations de dépistage massif. Qu'est-ce que vous pensez, Catherine Hill, des opérations qui sont portées en ce moment par des élus locaux, par des maires, par des présidents de région ? Localisées, il est vrai, mais quand même parfois sur une population assez importante. Malheureusement, ils ont choisi de faire des prélèvements nasopharyngés qui nécessitent du personnel formé. Oui. Et du coup, leur ambition est relativement modeste. Dans le meilleur des cas, au Havre, Édouard Philippe espérait tester la moitié de la population. À Charleville-Mézières, je ne sais pas, c'était plutôt un quart ou un cinquième. Exactement, oui. Si vous dépistez la moitié, même si vous dépistez la moitié de la population, vous n'allez pas contrôler l'épidémie parce que vous allez laisser la moitié des gens positifs continuer à circuler. Mon image, c'est vous avez des souris dans votre immeuble et vous invitez le dératiseur à s'occuper d'un étage sur 2. À la sortie, il y aura autant de souris dans l'immeuble quelques temps non, mais après. on comprend la force de l'image, j'allais dire. Mais pourquoi, véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi cela n'a pas été fait de la manière que vous préconisiez ? Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix stratégique de ne pas faire ce dépistage sur toute la population française ? Je pense que c'est une analyse de la situation. Vous avez décidé que de toute façon, il fallait vivre avec le virus. Mais vivre avec le virus, ça veut dire aussi mourir avec le virus. On a atteint quand même 59 000 morts, dont 18 000 dans les EHPAD, à peu près un tiers dans les EHPAD. Donc c'est assez monstrueux. Donc vivre avec le virus, ce n'est pas vraiment une bonne stratégie. Il y a des pays qui ont choisi de faire autrement. Mais justement, vous parlez du nombre de morts, Catherine. On a le nombre de morts par jour du Covid. Mais quel pourcentage en EHPAD ? Est-ce que c'est pertinent de le savoir ? 30%. 30% en EHPAD. 30%, c'est Oui. une proportion quand même importante. Pourquoi, selon vous, on n'est pas arrivé à empêcher le virus d'entrer dans les EHPAD ? Parce que ça n'était pas organisé, parce qu'on n'a pas testé le personnel qui arrivait, on n'a pas testé suffisamment les patients. On aurait pu surveiller aussi la sortie des égouts, les eaux usées à la sortie de l'EHPAD pour vérifier qu'il n'y avait pas de virus. Il y avait plein d'outils à disposition, mais ils n'ont pas vraiment été utilisés. Et il y a encore des épidémies dans les EHPAD aujourd'hui. Et alors avec les fêtes de Noël et les sorties et les rentrées, ça va continuer. Mais il n'est pas trop tard, éventuellement, pour changer de stratégie. Jamais trop tard pour bien faire. Mais vous pensez qu'ils pourraient entendre votre voix ou d'autres voix, justement, qui appellent à ces opérations-là ? Je crois qu'on se heurte à une bureaucratie très frileuse, on se heurte à la haute autorité de santé qui a décidé qu'on ne pouvait pas faire des prélèvements salivaires qui sont énormément plus faciles parce que n'importe qui peut cracher dans un tube. Oui, mais est-ce qu'il fonctionne sur les asymptomatiques ? Bien sûr que Ah ça bon ? marche, évidemment ça marche. Mais pourquoi les Naturellement. autorités de santé disent, Catherine Hill, que c'est pas vraiment probant alors ? Parce qu'ils ont fait une erreur d'interprétation des données, à mon avis. Ils ont considéré que quand on trouvait du virus, quand on a fait des paires de prélèvements, un prélèvement dans le nasopharynx, un prélèvement dans la salive, c'est la même personne. On a fait la PCR sur les deux prélèvements. Il y a 94% de concordance. Et dans les discordances, il y a un peu plus de cas nasopharynx positif, salive négatif que de cas salive positive, nasopharynx négatif. Ils ont considéré que quand on trouvait du virus dans la salive et pas dans le nasopharynx, c'était un faux positif de la salive. Mais c'est pas un faux positif de la salive, c'est que c'était un faux négatif du nasopharynx. Mais attendez, il y a des faux négatifs. Et en plus, partant de ce que vous dites, cela a influencé la décision politique également. Absolument.
Absolument, bien sûr. Et les autorités ne veulent pas passer outre aux décisions de la Haute Autorité de Santé. Donc nous avons fait un projet de dépistage massif avec des prélèvements salivaires qui sont énormément plus faciles. Le tube peut aller jusqu'aux gens. Les gens n'ont pas besoin d'aller faire la queue dans un barnum. Quelqu'un, le facteur, un travailleur bien sûr, la municipal logistique peut est vous tout à fait déposer réalisable. des tubes et les récupérer après. C'est beaucoup plus facile. On peut faire, après ça, avec ces tubes, on peut faire des tests groupés. Donc, on peut démultiplier les capacités de RT-PCR, qui sont le meilleur test qu'on a en magasin. Donc, c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est-à-dire, moi, un auditeur qui vous écoute depuis tout à l'heure se dit que pour ouvrir les lieux culturels, les restaurants, les bars, les cafés, il faut quand même avoir maîtrisé l'épidémie. Mais pour vous, on ne s'en donne pas les moyens. Exactement. On plombe l'économie d'une façon tragique à ne pas prendre le problème par le bon bout. On a confiné tout le monde et maintenant on se demande si la population positive, les gens positifs vont accepter de s'isoler. Mais enfin, isoler les gens qui sont contagieux au lieu d'isoler tout le monde, c'est quand même beaucoup moins difficile. Et les gens sont prêts à comprendre. En Grande-Bretagne, on leur donne 500 livres pour s'isoler. C'est pas trop cher par rapport à retarder l'ouverture des restaurants encore pendant des mois. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé, Catherine Hill, des EHPAD. La vaccination va démarrer très bientôt, notamment et d'abord dans les EHPAD à la fin du mois de décembre. Est-ce que ça vous paraît logique et pertinent ? Oui, bien sûr. Dans la mesure où on n'est jamais arrivé à protéger les gens dans les EHPAD, le vaccin sera une extraordinairement bonne solution. Et j'ai regardé le vaccin de Pfizer, les données des autres vaccins ne sont pas sur la table, mais Pfizer, on a le dossier de la FDA, de l'administration américaine, plus un article assez long dans un journal américain, le New England Journal of Medicine. Et vraiment, ce vaccin, 1, est très efficace. 2, il a été très très bien étudié du point de vue de la sécurité. Et avec le recul qu'on a, qui est, disons, de 2 mois, 2 mois après la vaccination, il y a rien, il n'y a aucun signal grave. C'est un vaccin, effectivement, on a mal, on a un peu mal à la tête, certains ont de la fièvre, mais tout ça dure 2 jours, et ce vaccin a l'air très très sûr. Bon. Et tous les vaccins ont des inconvénients, les événements arrive dans les 2 mois. Il n'y a aucun vaccin qui a des effets à très très long terme. Je pense notamment au professeur Eric Co, mais qui a varié de discours. Au début, il nous disait, il était assez, et je mets entre guillemets, alarmiste sur les effets indésirables. Puis il a dit qu'il a lu cette même littérature que vous, et que finalement, compte tenu de ces données scientifiques, bon, voilà, il n'y a pas raison de s'inquiéter plus qu'un autre vaccin. Mais il y a une hypothèse, Madame Hill, d'une mutation du virus. Ce sont des craintes qui parviennent du Royaume-Uni. Est-ce que cette hypothèse peut venir, si elle est confirmée, affaiblir l'efficacité de ce vaccin? Alors ça, j'y connais absolument rien, mais à première vue, c'est quand même un vaccin qui mute très peu, c'est ce qu'ont dit tous les spécialistes, donc je ne serais pas très inquiète. Et en plus, vu le mécanisme du vaccin qui vous conduit à produire des anticorps, il n'y a pas de raison, c'est quelque chose qui est à la surface du virus. Très bien. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, c'est ce qui est dit hier. Non. On entendait encore Axel Kahn qui précisait la même chose que vous. Le vaccin, Catherine Hill, même si ce n'est pas la panacée contre l'épidémie, est-ce que ce n'est pas finalement le seul horizon face à cette épidémie, selon vous? Oui, mais c'est un horizon quand même assez à long terme. Donc, si on continue avec 400 morts par jour, ça va quand même être une hécatombe d'ici à ce qu'on soit arrivé à vacciner suffisamment de la population pour que le virus s'arrête de circuler. Donc, je pense qu'il faut faire les deux. Il faudrait faire un dépistage de masse tout en commençant à vacciner. Pour l'instant, on n'a pas le vaccin. On attend la décision de l'Agence européenne du médicament. Qui a l'air de prendre son temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle en prend trop? Non, mais les dossiers sont monstrueux et donc et ces gens-là n'aiment pas être bousculés, ils veulent pas prendre des risques, donc ils doivent être en train d'étudier. Vous savez, des dossiers d'autorisation sur le marché. Vous entendez, tout le monde sort le parapluie par rapport au risque judiciaire aussi. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. Les Anglais ont été plus vite et ils ont raison. Ils ont raison. Bah oui. Oui, bien sûr. Mais vous entendez, Madame Hill, certains, les responsables politiques qui ont défilé à ce micro avant vous, nous disent oui, mais nous, attention, on passe par l'Europe, c'est l'Agence européenne du médicament, alors que le Royaume-Uni, c'est une agence qui est la leur, c'est très différent. Non, ils ont pris une décision. C'est Boris Johnson qui a décidé de se lancer, et je pense qu'il a raison, mais il faut du courage politique, il faut assumer les conséquences. On en manque un peu. Et nous, on va avoir l'Agence du médicament, la Haute Autorité de Santé, le comité des vaccinations, etc.
ça va être des usines Oui, mais à gaz si on n'avait pas successives. cela, Madame Hill, compte tenu de la défiance dans notre pays, le pays de Pasteur par rapport au vaccin, justement, est-ce que cela ne pourrait pas inverser la tendance et montrer qu'il y a une confiance? S'il y a un long processus, justement, de... Non Non, les longs processus peuvent conduire à des erreurs aussi. Donc, franchement, il faut peser le pour et le contre. Et quand même, Et y aller. le contre, c'est 400 morts par jour, Ouais. dont un tiers dans les EHPAD et beaucoup de personnes âgées hors EHPAD. Ça a l'air de Donc- vous... C'est un scandale pour vous? Oui, absolument. Hmm. Ben oui, on nous a 30% dit de on va morts dans protéger les les EHPAD. personnes âgées. C'était un fiasco colossal. Les personnes fragiles. On l'a Pourquoi pas on fait. ne vous entend pas davantage, Madame Hill? Je vais dire pourquoi les autorités sanitaires ne vous écoutent pas davantage, vous et d'autres, mais vous en particulier, je le disais, sur les dépistages massifs et d'autres, vous n'avez pas varié de discours. Est-ce que vous avez davantage de contacts aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à les convaincre? Visiblement non. Absolument non. Ben, je pense que le conseil scientifique a fait une analyse complètement différente de la situation. Assez confuse d'ailleurs, faut dire. Déconfinez-vous, autoconfinez-vous. Le ministère pareil. Allez vous faire tester, n'allez pas vous faire tester. Non, je suis pas entendue, mais c'est pas grave, je continue. Vous continuez. Pour conclure, vous parlez du conseil scientifique. Selon les informations d'Europe 1, on a beaucoup parlé de cette étude sur les foyers de contamination. On a quelques informations, celle du professeur Fontanet. Je vous lis ceci. Selon cette étude, la fréquentation des bars, des restaurants et des salles de sport multiplie les risques d'infection. C'est ce qui serait dit dans ce rapport. Cependant, une partie de l'étude a été menée pendant le confinement. C'est une étude déclarative, si j'ai bien compris. On a demandé aux gens ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas exactement si on leur a demandé quand ils faisaient ce qu'ils racontent et quand ils ont été contaminés. Donc, je ne sais pas si on peut tirer quoi que ce soit de ce travail. De toute façon, on ne saura jamais combien de gens se sont contaminés dans les transports en commun. Et l'histoire des foyers a été une vaste blague. Parce que 3 cas qui ont un lien entre eux en moins de 7 jours, c'est très facile à trouver si c'est dans une famille, c'est très facile à trouver si c'est dans une entreprise, et c'est impossible à trouver si c'est dans les transports en commun. Donc là où on a trouvé les foyers, c'est là où on pouvait les reconnaître, mais il y en a eu plein d'autres qu'on n'a pas reconnus, donc ça n'a aucun intérêt. Aucun en fait. intérêt à vous entendre. Aucun Dans tous les intérêt. cas, merci pour ce discours franc. Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne également. Bonne journée à vous. Vous souriez parce que ce n'est pas évident à dire, c'est cela. On est arrivé. Merci. Ça Bonne fait journée long à sur vous. une carte de visite quand même. N'est-ce pas? Mais je dis jamais. C'est pour ça que j'ai adopté épidémiologiste. Encore, personne ne savait ce que ça Mais voulait dire. mais avant. Madame Hill, ce serait bien qu'il y ait des biostatisticiens aussi dans le conseil scientifique, qu'il y ait une plus grande diversité peut-être. C'est juste. Hein Si, il y a Simon Cauchemès, mais c'est un modélisateur. C'est un modélisateur, Voilà. Simon Alors, Cauchemès. les modélisateurs. Excellent, très clair toujours en plus quand Ah il bon, est... mais alors vous savez ce que un très bon statisticien américain disait des modèles, il disait tous les modèles sont faux mais il y en a qui sont utiles. On va voilà. rester sur cette, Non, sur cette plaisir. maxime. Merci. C'est ça les modèles. Merci Catherine à vous, Madame Hill. Et Sonia Mabrouk, merci beaucoup.